Mais voilà, vous ouvrez votre document à la dernière version. Donc, il y a les objets interactifs qui n'apparaissent pas dans ce document puisque j'ai enlevé l'œil en face du calque des objets interactifs. C'est pas plus mal. Et ce qu'on va voir ici, c'est le système du livre. C'est-à-dire comment faire dans InDesign des documents très longs, 500 pages, 1000 pages, voire même plus. Et on va procéder en travaillant par chapitre. Chaque document va être un chapitre du grand livre. Alors, première chose ici, on va faire en sorte que la première page du document soit une page de gauche. Donc, je double-clique sur le petit triangle et je vais commencer par indiquer ici début de numérotation des pages 1. OK. Donc, dans la palette de pages, double-cliquez sur le petit triangle qui est le début de section et indiquer début de numérotation des pages 1. Donc forcément, la première page est une page de droite maintenant. Je vais la jeter, cette page, je la prends, je la mets à la corbeille. Comme ça, nous avons notre première page qui est la couverture. En principe. Bon, si ce n'est pas vraiment la couverture chez vous, ce n'est pas un drame. Dernière page, la 21, je vais la jeter aussi. Enfin, c'est peut-être pas la 21 chez vous, mais en tout cas, la dernière page de droite, je la jette. J'ai donc un document, dans mon cas, de 20 pages, qui commence par une couverture et qui termine par une quatrième de couverture par le dos du document. Donc, voilà. Alors, vous pouvez l'enregistrer. Ça va, pas de problème? Vous avez un document qui commence par une page de droite et qui termine par une page de gauche? Bon. Bon, alors on va considérer que tous les chapitres vont avoir cette structure-là. Et je vais enregistrer le document ici sous le nom chapitre 1. Je vais l'appeler chapitre 1. J'enregistre, enregistrer sous. Enregistrer sous. Je vais préciser ici que c'est le chapitre 1. Voilà, je vais le renommer chap 1. Je vais mettre un petit tiret 01 à la suite pour indiquer que c'est la version 01 du chapitre 1. Alors, dans les options de numérotation et de section, il faudrait passer en numérotation automatique des pages. Parce que si je ne fais pas ça, tous les chapitres, quand je vais les mettre ensemble par la suite, chaque chapitre va commencer par le numéro 1. La page 1, c'est pas logique. Il faudrait que la numérotation de chaque chapitre soit dans la continuité du précédent. Bon, le premier chapitre, c'est vrai, il va peut-être commencer la page 1, mais les suivants doivent avoir une numérotation automatique. Et donc, ici, je double-clique sur le petit triangle et je choisis numérotation automatique des pages à la place de forcer la numérotation à commencer à un certain numéro. C'est ce qu'on avait fait il y a quelques jours parce qu'on voulait que ça commence à la page 46, mais parce qu'on se disait, tiens, c'est un article qui va être inséré dans un magazine et on m'a dit que ça commencerait à la page 46 et donc voilà, j'avais indiqué page 46. Mais finalement, non, c'est un numéro avec une numérotation automatique maintenant. Bien, vous enregistrez la modification, fichier enregistré. Et alors, il va falloir dupliquer le document. Soit dans InDesign, vous l'enregistrez plusieurs fois de suite, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, ou alors, en ayant fermé le document dans InDesign, vous allez dupliquer le fichier qui est sur le disque dur. Les deux méthodes sont bonnes.
Bon, une fois que c'est dupliqué, il faut renommer. Chap 2-01, chap 3-01, chap 4-01. On va pas trop compliquer les choses ici, on va faire 4 chapitres. Voilà. Donc, vous avez actuellement 4 documents identiques, mais qui s'appellent différemment, chapitre 1, 2, 3 et 4. Ils ne sont pas ouverts dans InDesign actuellement. Alors, vous allez dans InDesign, vous ne les ouvrez pas, il n'y a pas besoin. Et on va créer dans InDesign un livre. C'est-à-dire, c'est une palette spéciale qui va servir à regrouper plusieurs documents InDesign, de préférence des documents qui ont le même format de page, et de préférence des documents aussi qui utilisent des styles de caractères, de paragraphes, d'objets qui portent le même nom. Mais vu qu'on a fait nos 4 documents sur base d'un premier qui a été dupliqué, c'est forcément le cas, même format de page, même nom de style de paragraphe, de caractère, donc ils sont actuellement identiques en fait. Le principe, c'est que bien sûr, par la suite, on va remplacer dans chaque document, le texte et les images seront différentes. Alors, pour faire apparaître la palette qui permet de réunir plusieurs documents pour en faire un plus gros, menu fichier, nouveau, livre. Et alors, ça vous propose d'enregistrer un document INDB, B comme book, évidemment. Vous l'enregistrez, le nom que vous voulez. Et voilà, la palette apparaît. La palette apparaît. Alors souvent, on me pose la question, une fois que j'ai donné l'explication sur le système du livre dans InDesign, on me pose la question, mais comment est-ce qu'on fait apparaître la palette livre Où est-ce qu'elle est Mais en fait, elle apparaît dès que vous allez ouvrir le document INDB, la palette apparaît. C'est comme ça que vous allez pouvoir la faire réapparaître par la suite. Il suffit d'ouvrir le document INDB et la palette arrive. Alors, dans cette palette livre, je vais ajouter des documents InDesign, les chapitres. Par glisser-déposer au départ du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, le Finder, l'explorateur Windows, c'est possible. Vous pouvez également les ajouter par le menu ici, ajouter un document. Et je vais tenter d'en ajouter 3 d'un coup. Voilà, ça fonctionne. Donc, d'une manière ou d'une autre, soit par glisser-déposer, soit par le menu de la palette livre, ajouter un document, vous l'ajoutez. Par ici aussi. Enfin, il y a toujours plein de manières de faire dans les logiciels Adobe. L'ordre de documents peut être modifié. Mais bon, ici, il y a quand même un ordre logique. Alors, voyons ça. Donc, chez toi, ils sont numérotés tous de 1 à 20.
Est-ce que tu avais bien enclenché l'option numérotation automatique des pages comme on a fait dans la palette pages pour le document chapitre? Bon, il n'est pas trop tard pour le faire, mais vu que les documents sont dupliqués. Si, c'était le shopping. Ok. Donc voilà, normalement, vous devez avoir les numéros qui se suivent comme ça pour les 4 documents. Ça, c'est la numérotation automatique. Et donc, si ça marche pas, si c'est 1, 20, c'est forcément que sur, par exemple, le chapitre 2, vous double-cliquez pour l'ouvrir. Dans la palette page, vous double-cliquez sur le triangle de début de section. Ben, il est fort possible qu'il soit indiqué ici début de numérotation des pages 1. Il faut passer en numérotation automatique des pages. Voilà. Donc, c'était ça chez toi, en fait. Hein. Ça marche maintenant? Oui. Bon, mais... Ouais. Bon, voilà. À partir de là, on va aller modifier les choses. Par exemple, vous double-cliquez sur le premier chapitre pour l'ouvrir, chap 1. On est bien en train de travailler sur chap 1, c'est indiqué sur la barre de titre. Et là, je vais indiquer sur la première page là, que c'est le chapitre 1. On suppose, évidemment, hein, c'est pas un document nickel ici, on suppose qu'on pourrait mettre avant le chapitre 1 chapitre introductif avec une vraie couverture en plus. Bon, évidemment, la première page du livre ne va pas commencer par ceci avec indiqué chapitre 1. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il est possible d'ajouter des documents par la suite, bien sûr, dans le système de livre, d'ajouter des chapitres, d'en supprimer, de les bouger. Ok, donc, sur quel calque je travaille? Je travaille sur le calque texte et images dans le flux. Bon, les autres, je les supprime. Alors, je pourrais créer un calque couverture. Ça, c'est intéressant pour la suite. Donc, dans la palette des calques, je vais créer un calque que je vais appeler couverture ou début de chapitre. Bon, allez, début de chapitre. Voilà. Et dans ce calque-là, je vais créer un bloc texte et sous le titre là, sur la page, je vais indiquer chapitre 1. C'est pas très original, je me concentre pas trop sur le contenu parce que ici on voit l'apprentissage technique de InDesign. Donc bloc texte. Chapitre 1. Je vous laisse un peu faire comme vous voulez. Votre indication de chapitre. Donc, dans la palette calque, j'ai créé un calque que j'ai appelé début de chapitre. Les autres sont verrouillés. Je suis en train de créer le bloc texte dans ce calque début de chapitre. Voilà, j'enregistre. Et
Pour que la démonstration qui va suivre soit vraiment parlante, je vais vous demander de créer un autre calque encore. Donc, je vais appeler ça logo sur début de chapitre. Voilà. Et dans ce calque, je vais aller chercher le logo celtique que j'avais. Je vais aller le placer donc sous forme d'image. Fichier importé. OK. Donc, c'est une image noir et blanc que je vais faire passer en mode produit pour qu'il n'y ait que le noir qui apparaisse. C'est un petit rappel. Hein. Objet, effet, transparence. Je suis bien en train de travailler sur le bloc. Oui, c'est le bloc qui va devenir transparent. Hein. Vous voyez que les vecteurs de mon calque sont roses et le cadre de mon image actuellement est rose. Ça veut dire que je travaille bien sur le conteneur, le bloc, et pas l'image à l'intérieur. Parce que quand je travaille sur l'image à l'intérieur, ça va prendre la couleur complémentaire, en principe, qui est du vert. Voilà, oui, vert. Ça apparaît en vert. Très discret. Il faut vraiment avoir des bons écrans quand on travaille dans InDesign. Un écran avec pas mal de définition et des couleurs qui s'affichent correctement. Sinon, vous allez souffrir. Parce que c'est quand même beaucoup de petits détails. Je vous ai mal. Donc, pour faire la transparence, maintenant que je suis sûr que c'est bien mon bloc qui est sélectionné et pas l'image à l'intérieur, objet, effet, transparence, et je fais passer en mode produit ou obscurcir, les deux fonctionneront. Dans les deux cas, le blanc devient invisible. Produit, ben, ça veut dire que les valeurs des pixels de l'objet se multiplient avec les valeurs des pixels de ce qui est en dessous. Enfin, les valeurs des pixels de couleur, en tout cas. Et le blanc, c'est 0. 0 fois n'importe quoi, c'est toujours 0. Donc, voilà pourquoi c'est transparent, en mode produit. Le mode obscurcir fait aussi la même chose, mais ça, c'est un principe un peu différent. Ça veut dire que les couleurs de l'objet n'apparaissent que s'ils arrivent à être plus sombres que ce qui se trouve en dessous. Et le blanc n'arrivera jamais à être plus sombre, donc il disparaîtra toujours en mode obscurcir. OK. Bien, bien, bien. Bon, comme c'est une image noir et blanc, si je clique dessus avec la flèche blanche, ou si je double-clique dessus avec la flèche noire, ou si je clique sur le réticule central, bref, si je travaille sur l'image à l'intérieur de son bloc, j'ai la possibilité d'aller la colorer. Ça, c'est un petit rappel, nous avions vu ça. Donc, en travaillant sur l'image, vu que c'est une image noir et blanc, j'ai la possibilité de la colorer. Particularité des images noir et blanc dans les logiciels de mise en page, que ce soit InDesign ou Express, ça fonctionne comme ça. Vous mettez à jour le fichier sur disque dur. Alors, je déverrouille le calque début de chapitre qui contient le nom du chapitre. Les autres calques sont verrouillés. Donc, je sélectionne maintenant le logo et l'indication de début de chapitre. Donc, les deux éléments sont sélectionnés. On voit dans la palette des calques qu'on a deux éléments sélectionnés sur deux calques différents. D'accord ? Et on va faire une copie, édition copier. Et on va aller dans le chapitre 2
d'une manière ou d'une autre, en double-cliquant dans la palette livre sur Chap 2, ou alors peut-être qu'il est déjà ouvert, oui, l'onglet est là. Voilà. Et vous allez coller sur place. On est bien sur la page 1, la première, enfin page 1 qui est de la 21 en fait dans le chapitre 2. C'est automatique. Et bien sûr, si j'ajoute des pages dans le chapitre 1, les numéros vont changer dans le chapitre 2, c'est logique, c'est dynamique. Alors regardez bien ce qui se passe quand on colle. D'abord, je vais faire un coller sur place pour que ça aille au bon endroit, au même endroit que là où c'était, là où j'ai copié. C'est le édition coller sur place, qui existe aussi dans Illustrator. Extrêmement intéressant, cette fonction. Enfin, dans Illustrator, quand vous travaillez avec plusieurs plans de travail qui ont la même taille, parce que dans Illustrator, on peut multiplier les plans de travail depuis la version 5.5 qui permet de faire des sites web dans Illustrator. Le coller sur place, c'est dans ce cas-là que vous allez vous en servir quand vous passez d'un plan de travail à l'autre. Jusque-là, ça va? Pas de problème? OK. Le plus intéressant arrive maintenant. Ça s'est collé où? Ben, dans un calque. Mais ça aurait été bien qu'au moment où je colle, deux calques se créent pour accueillir au bon endroit les deux objets. Donc non seulement je colle les objets, mais en plus je colle avec eux les calques qu'ils occupaient dans l'autre document, chapitre 1. Donc vous allez annuler le collage, édition annulée, et je vous montre un truc qui existe aussi dans Illustrator, et qui là vous servira même si vous travaillez que sur un plan de travail dans Illustrator. C'est une fonction super intéressante à connaître, et elle est discrète. Donc, vous allez dans la palette des calques et vous allez enclencher une option qui s'appelle « Coller selon les calques ». Donc, en fait, c'est une fonction qui s'enclenche et qui est valable pour tous les documents InDesign qui sont ouverts. L'option « Coller selon les calques » dans le menu de la palette calque. Vous recommencez la même opération que celle que vous avez faite tout à l'heure et qui vous avait collé les objets dans le calque texte et image dans le flux. Donc, c'est-à-dire un édition collé sur place. Résultat complètement différent ici. Enfin, visuellement la même chose, mais les objets sont arrivés avec leur calque d'origine. Très, très intéressant, ça. Quand on copie-colle d'un document vers un autre, ça peut être intéressant que plutôt que tous les objets qui viennent de différents calques, plutôt qu'ils se rassemblent sur un calque quand on colle, mais non, ils vont se remettre sur des calques. C'est un peu comme si je faisais un copier-coller des calques avec. Et donc, souvenez-vous que ça existe aussi dans Illustrator et que c'est vraiment très, très pratique. Par exemple, vous avez plusieurs versions d'une affiche que vous avez faite et vous voulez faire un mix pour améliorer le résultat final. Vous pouvez copier-coller des séries d'objets d'une affiche à l'autre et elles arrivent directement sur leur bon calque. OK, je vais dans le chapitre 1. Bien. Alors, je me dis que je vais ajouter quelque chose en plus, mais peut-être un petit cadre. Je vais faire un bloc, le mettre autour du cadre chapitre 1. Voilà, je mets juste un cadre, je vais lui mettre un fond blanc. Un fond blanc. Voilà. Je vais peut-être le transférer dans le bon calque, dans le calque début de chapitre. Avec le petit carré, je le transfère dans le calque début de chapitre. Je vais le placer sous le bloc de texte. Voilà, mon rectangle à fond blanc est
placer sous le bloc de texte dans début de chapitre. Je vais faire varier son opacité. Objet, effet, transparence. Voilà. Alors, avec mon texte en blanc, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Je n'ai qu'à le mettre dans une autre couleur. Voilà. Ça va, vous avez votre rectangle. Vous voyez que vous pouvez le rendre transparent et il est complètement indépendant du bloc de texte, c'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment lui donner la position, la dimension que je veux facilement. Pour arriver à le manipuler facilement sans que ça bouge l'objet qui contient le texte chapitre 1, j'ai verrouillé l'objet. Ben oui, il n'y a pas que les calques qu'on peut verrouiller, on peut aussi verrouiller un objet pour éviter que il bouge quand je suis en train de travailler tout près de lui. Bref, j'ai quelque chose qui n'est peut-être pas extrêmement gracieux ici, mais j'ai un nouvel objet. Pour la mode transparent, tu as refait objet effet transparence. Voilà, donc c'est ça. Moitié d'eau. Bon. Alors, cet objet, ben, je vais le copier-coller dans l'autre document. Donc, cet objet est sur le calque début de chapitre. Je le prends, enfin, je le copie, édition copier, je vais dans l'autre document. Et alors, ce qu'on va constater, c'est un truc qui est évident, mais c'est toujours bien de le constater, c'est que quand je colle un objet et que l'option « coller selon les calques » est enclenchée, l'objet va aller se mettre sur le bon calque directement. Il vient d'un calque qui porte le même nom dans l'autre document. Début de chapitre, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'autre document, le calque qui supportait l'objet. Quand je fais édition coller sur place, il va directement dans le bon calque. C'est bien ça. Si le nom du calque changé ne fût-ce qu'un chouïa, ça marche pas, hein, ça va recréer un nouveau calque. Il faut que ce soit tip-top exactement le même nom de calque. Donc très intéressant cette fonction coller selon les calques. Si on colle et que le calque existe déjà, ça va dans le calque. Si on colle et que le calque n'existe pas encore, ça crée le calque. Bon, ok. Dans chapitre 2, évidemment, le texte doit s'appeler chapitre 2 et pas chapitre 1. Voilà, chapitre 2. Alors, je vais transférer la même chose sur le chapitre 3 et chapitre 4. Ben, regardez, si vous voulez, j'ai les deux calques qui contiennent les trois choses. Logo, fond blanc, nom, chapitre. Les autres sont verrouillés. Ces deux calques-là sont accessibles. Je sélectionne le logo, le texte, enfin les trois choses, voilà. Les trois choses sont sélectionnées. Je fais copier. Je vais maintenant dans chapitre 3. Au même endroit, je fais édition, coller sur place. Bien, il ne me reste qu'à changer le nom ici du chapitre. Ça va s'appeler chapitre 3. Je vais maintenant ouvrir le chapitre 4. Même chose, édition, coller sur place. Je renomme chapitre 4. Voilà. Donc, Ça marche, on le sélectionne pour la tête.
Bon, ben, vous mettez à jour les documents, donc en faisant un CTRL S sur les documents. OK, à ce stade-ci, j'aimerais quand même me prévenir d'erreurs que je pourrais faire, donc garder une copie de backup. Mais vu que je travaille dans un système de livres, la palette livre connaît les noms des documents sur lesquels je travaille. Si je commence à enregistrer, c'est vrai, 02, 03, 04, différentes versions, ça risque d'être un peu chipot. Donc, j'utilise un autre système pour me prévenir des erreurs que je pourrais faire. C'est celle qui consiste à sélectionner les documents InDesign et les compresser. Ça me fait un fichier zip qui contient une copie des documents InDesign tels qu'ils sont maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera plus simple que de les renommer, en fait. Chaque fois que je fais une modification majeure, d'enregistrer en modifiant l'incrément. Ça, c'était sympa quand on travaillait sur un seul document, ça marchait bien, mais ici, ça devient un peu plus chipot. Plein de documents qui sont utilisés par la palette livre de InDesign. J'utilise donc l'autre technique de backup qui consiste à activer les documents et compresser. Clic droit sur Windows 7-Zip, compresser. Enfin, je ne sais pas quel est le compresseur installé chez vous. Ça peut être aussi dans un autre système de compression, le RAR, si vous voulez. Le tout, c'est qu'il faut penser vraiment, il ne faudrait pas travailler sur les documents InDesign pendant des heures et des heures sans les backuper. Ça, c'est vraiment prendre beaucoup de risques. Si vous faites une erreur technique ou créative dans les documents, vous n'aurez pas un enregistrement précédent pour revenir en arrière. Ce sera ennuyeux. Thierry. OK, on continue avec la palette livre. Nous avons donc les mêmes styles de paragraphes, de caractères, d'objets, etc. dans chacun des documents, les mêmes noms. Mais il y a forcément un document qui doit être la source. C'est ce qui est indiqué avec la petite icône ici dans la première colonne. Quand on clique là, vous voyez d'ailleurs l'infobulle qui vous indique que l'icône montre la source des styles. Bon, ben, par exemple, ça va être le document 1. Normalement, il faut décider une fois pour toutes quelle est la source des styles. Et normalement, on ne change pas en cours de route. Mais bon, voilà, la source des styles, c'est le chapitre 1. Ça veut dire que si je modifie un style dans le chapitre 2, ça ne va pas se répercuter sur les autres documents. Si je le modifie dans le 1, ça va se répercuter dans les autres documents. Ça, c'est pratique quand même. Eh bien, on va tester. Vous avez donc l'icône en face de chapitre 1. Vous allez dans le chapitre 1 et on va modifier un style, notamment un style de quoi? De titre de premier niveau, par exemple. Voilà. Donc, je suis dans le document chapitre 1. Je vais dans texte. D'abord, je clique à côté de tout pour être certain de ne pas être en train de travailler sur quelque chose. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Je vais dans le menu texte style de paragraphe. Vous voyez une page avec un titre de premier niveau? Je vais double-cliquer sur titre de premier niveau, pas TDM, bien sûr, parce que ça, c'est pour formater la table des matières. Donc, titre de premier niveau, tout simplement. Et je vais dire, tiens, le titre doit être plus grand. Donc, dans format de caractère de base, j'augmente le corps. L'interlignage aussi, parce que j'ai un corps plus grand que l'interlignage, là. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, je vais faire une autre chose. Je vais faire en sorte que le titre s'étende sur les deux colonnes. Et ça, c'est une fonction qui s'appelle ici « étendue de colonne ».
Donc, pour les paragraphes qui utilisent le style titre de premier niveau, je vais dire qu'ils s'étendent sur 2 colonnes. Ici, à la place de disposition des paragraphes, une seule colonne, je vais indiquer étendue de colonne. Tout, c'est bien. Donc, toutes les colonnes. Vous voyez que si on a affaire à un document de type tabloïd avec plein de colonnes de texte, on peut dire que le titre s'étend sur 2 colonnes de texte, 3, 4 ou 5. Donc ça, c'est un document plutôt style journal quotidien, où on a plein de colonnes l'une à côté de l'autre. OK. Et ça n'a pas fonctionné parce que j'ai l'image dans ce cas-ci qui habille. Par contre, sur les autres, oui. Oui, l'image qui habille repousse le texte, c'est ennuyeux. Mais sur les autres pages, on voit que les titres de premier niveau s'étendent bien sur 2 colonnes. OK. Si je bouge l'image, ça ne marche toujours pas. Le problème est peut-être ailleurs, alors. C'est peut-être pas l'image. Je vais un peu jeter un coup d'œil, mettre le curseur texte dans ce titre. C'est bien titre de premier niveau, il n'y a pas de problème. Bon. Pourquoi ne s'étend-il pas sur 2 colonnes alors qu'il devrait et qu'il pourrait? Bonne question. Forcément, si je déplace le bloc sur la page de gauche, tout disparaît puisque le titre ne peut apparaître que sur une page de droite. Puisqu'il est en option d'enchaînement, page impaire suivante. Eh bien, là, c'est un mystère de InDesign. Donc, vous voyez, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal que ce genre de choses arrive. Il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas trop. Pourquoi ça réagit comme ça? Parfois, il vaut mieux laisser reposer un peu et y revenir. C'est peut-être parce que le titre n'est pas assez long, tout simplement. Non? Non. Il n'y a pas de raison. Bon. Moi, je laisse tomber pour l'instant. Je ne vois pas trop pourquoi il ne veut pas se mettre sur 2 colonnes. Dernière chose que je teste quand même, c'est le faire manuellement ici par la palette de paragraphes. Essayer de passer outre du style. Mais je ne pense pas que le problème vienne là, en fait. Non. Bon, tant pis pour ça. La réponse dans la suite de la formation. Quoi qu'il en soit, on a donc modifié l'aspect du titre de premier niveau dans ce document. Eh bien, on va aller voir si dans les autres documents, ça l'a fait aussi. Chapitre 2, voilà le chapitre 2. Eh bien non. Déjà ici, le titre est resté petit et sur la page suivante, il est resté petit et ne s'étend pas sur 2 colonnes. Donc par rapport à ce qui est indiqué dans chapitre 1 ici, c'est quand même un look différent. Là, il est grand, il s'étend sur 2 colonnes dans chapitre 1. Dans chapitre 2, il est resté petit et il ne s'étend pas sur 2 colonnes.
Alors, comment faire? Eh bien, il faut le demander, en fait. C'est ça l'astuce. Vous devez demander que les styles du chapitre 1 se propagent sur les autres chapitres du livre. Alors, oui, l'astuce, c'est qu'il faut donc activer tous les chapitres sur lesquels vous voulez que ça se propage. Comme c'est tous les autres, je les active sous les 3, voilà. Et vous avez ici l'icône synchroniser les styles et le nuancier, parce que ça concerne aussi les couleurs, avec la source des styles. Donc la source des styles, c'est le chapitre 1. J'ai activé dans la palette livre chapitre 2, 3 et 4. Je clique là-dessus. Synchronisation terminée. Il se peut que les documents aient été modifiés. Ben oui, c'est le but. Et voilà, tous les documents maintenant, chapitre 2. Si je vais dans chapitre 3, même chose, le style a été mis à jour. Chapitre 4 également. Et donc, c'est parfait. Malgré qu'on a des documents InDesign séparés, il n'y a qu'une seule source de style, c'est un des documents. Et on propage avec la petite icône. Il faut juste connaître l'astuce qu'il faut les activer, ceux vers lesquels vous voulez propager, il faut les activer. Et cliquer sur l'icône synchroniser les styles. Ça doit exister dans le menu aussi. Oui. Synchroniser document sélectionné. Vous voyez? Synchroniser document au pluriel. Et si j'en active qu'un seul, synchroniser document. Ah tiens, il ne le fait pas là. Parce que parfois, chez Adobe, le menu se modifie suivant que on a... je m'attendais à ce qu'il mette au singulier, mais il ne l'a pas mis au singulier. Enfin voilà, ça existe dans le menu. Ah oui, alors quelque chose ici. Dans le menu de la palette livre, options de synchronisation, vous avez la liste de tout ce qui est synchronisé. Donc, quand on synchronise en demandant synchroniser document sélectionné ou en utilisant la petite icône comme on a fait, qu'est-ce qui est synchronisé? Eh bien, c'est dans les options de synchronisation qu'on le voit. En fait, c'est tout qui est synchronisé sauf les gabarits. D'origine, dans un livre, les gabarits ne sont pas synchronisés. Pourtant, on a le même gabarit dans les 4 documents. Nous, ce serait peut-être intéressant de synchroniser le gabarit aussi. Si je fais une modification dans le gabarit, ça devrait se répercuter dans les autres documents. Enfin, il faut voir. Est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Ça dépend de la manière dont on va travailler. OK. Bon, là, je l'ai coché, gabarit. Et normalement, donc, si on modifie le gabarit dans le document source, ça va le modifier dans les autres documents aussi. Je teste, je vais dans le chapitre 1. Dans le gabarit du chapitre 1. Bien. Je vais changer les marges intérieures, là, le petit fond, le grand fond. Je ne sais plus maintenant. Je le fais ici et vous n'êtes pas obligé de le faire. J'active les 2 pages de gabarit donc dans le chapitre 1 qui est la source des styles. Je vais dans page, marge et colonne. Je vais aller modifier le petit fond. C'est bien ça, petit fond. Vu que j'ai l'option activer l'ajustement de la mise en page qui est coché, les blocs qui collent aux marges bougent avec. Voilà, on va dire que je vais avoir un petit fond comme ça. OK. Je vais voir dans le chapitre 2, bien sûr, dans le chapitre 2, ça n'a pas changé, j'ai toujours un grand espace près de la reliure. Mais si je demande synchroniser document sélectionné, voilà, ça a marché. Les modifications faites dans le gabarit du chapitre 1 se sont répercutées dans le gabarit du chapitre 2. Chapitre 3, non, parce que je ne l'avais pas sélectionné au moment où j'ai demandé
de faire la synchronisation sur le chapitre 2. Alors voilà, maintenant, chapitres 3 et 4 vont être modifiés également. Parfait. Donc, dans le chapitre 1, vous avez un gabarit A. Et jusqu'à présent, on a travaillé avec un seul gabarit. Donc, le gabarit A qui contient les blocs texte, la numérotation automatique et un bandeau. Alors, je vais maintenant créer un deuxième gabarit. Menu de la palette page, nouveau gabarit. Donc, le gabarit va s'appeler B. Si vous avez des raisons de changer le préfixe, vous le changez, mais sinon B, c'est pas mal. B gabarit. Et ici, vous avez la possibilité d'indiquer qu'il va être créé d'après le gabarit A. Mais on ne va pas le faire ici maintenant. Vous cliquez sur OK. Vous voyez votre gabarit B qui est complètement vide. En ayant les deux pages sélectionnées, clic majuscule clic, vous allez pouvoir modifier les options du gabarit et faire réapparaître la boîte qu'on a vue là juste précédemment. Donc, il faut que les deux pages du gabarit double page soient activées par clic majuscule clic. Et puis, vous allez dans le menu de la palette page jusque options de gabarit pour gabarit B. Et là, vous pouvez dire, tiens, il va être créé d'après gabarit A. OK. À partir de là, vous voyez que le gabarit se comporte un peu comme une page. Il subit le gabarit A. Le gabarit B subit le gabarit A. Donc, on a fait absolument. Bon, j'aurais obtenu la même chose si j'avais déplacé les pages du gabarit A sur celles du B. Ça aurait appliqué le gabarit A sur le B. Un peu comme quand je veux appliquer un gabarit sur les pages du document, je déplace les pages du gabarit vers les pages du document, c'est une possibilité. On peut aussi déplacer les pages du gabarit A vers le B et on obtient ceci. Le gabarit B utilise le A. Alors, je vais double-cliquer dans le gabarit B. Ouais. Voilà les pages du gabarit B qui sont visibles. Et bien entendu, ce qui vient du gabarit A est inaccessible tant que je n'ai pas déverrouillé. Mais je ne vais pas déverrouiller ici. Comment Déverrouiller, c'est CTRL majuscule et cliquer. C'est comme quand on déverrouille un élément qui est sur une page. On peut déverrouiller un élément du gabarit A. Ici, c'est comme si on avait Bien, alors dans la palette des calques, on va créer un nouveau calque. Juste au-dessus du calque de fond, vous allez créer un calque qui va s'appeler déco. Je vais même appeler ça déco identifiant de page. Donc, c'est une décoration qui va être sur la page et qui va me permettre de savoir, tiens, dans le document, je suis dans la rubrique qui parle du jardinage, ou je suis dans la rubrique qui parle de la couture, ou etc. Bon. Donc, je crée le calque qui va contenir cette décoration et il va venir sous le texte. La décoration va passer sous le texte si je veux. Hop. Visuellement dans les pages, ce sera sous le texte. Mais au-dessus du fond gris, vous vous souvenez qu'on a un fond gris qui permet de faire en sorte que les images aient de la pêche au niveau de la dynamique des images. C'est un fond gris qui salit le papier. C'est d'ailleurs une texture de papier qu'on avait mise dans le fond gris. Elle n'apparaît que quand je suis en train de travailler dans le gabarit A, parce que c'est vraiment dans le gabarit A que le fond gris a été mis. C'est ça le principe. Hein.
les calques restent en permanence visibles, quelle que soit la page que je regarde du document, mais les éléments n'apparaissent dans les calques que quand je suis sur la page qui contient ces éléments. C'est pour ça que le calque fond, je vois les deux textures PSD quand je suis sur le calque A, mais quand je suis sur le gabarit A, mais quand je suis sur le gabarit B, elles n'y sont pas. Les deux éléments n'apparaissent pas. Ok, alors on va aller chercher sur le web un élément décoratif ou l'autre. Donc, je tape par exemple Garden, public domaine entre guillemets. Je vais voir des dessins au trait. C'est juste un exemple. Hein. Des dessins au trait qui illustrent le jardin. Garden, public domaine entre guillemets. Outil de recherche, type dessin au trait. Vous avez à peu près des choses comme ça, avec des motifs floraux, etc. Bon, ben la première, là, n'a pas l'air trop mal. Elle est minuscule, mais... Les champs? Oui, on va la prendre. Je vérifiais juste qu'elle n'existait pas en meilleure qualité, mais pas vraiment, donc prenez-la. Voilà, je vais l'appeler Garden. Ne remplacez pas l'extension par autre chose. Il faut garder l'extension si elle est visible, bien entendu. Ok, autre rubrique. Cuisine, par exemple. Non. Là, c'est un peu plus compliqué, par contre. Oui. Prenez ce que vous voulez. Et alors, troisième rubrique, par exemple, shopping. Mettez ce que vous voulez. C'est encore une fois, vous prenez ce que vous voulez. Ok, je vais ouvrir les trois images dans Photoshop et les mettre en noir et blanc, comme ça je pourrai les coloriser dans InDesign. Enfin, déjà, je vais les mettre aussi au format Photoshop, comme ça je pourrai les manipuler par Photoshop avec des calques et ça passera sans problème dans InDesign. Donc j'ouvre les trois images dans Photoshop. Je les mets en mode niveau de gris, image mode niveau de gris. Il y en a déjà certaines qui sont en niveau de gris. Et je les enregistre au format Photoshop.
Alors, dans le gabarit B, je vais placer sur la page de droite une des images sur le calque que j'ai appelé décoration identifiant de page. Donc, les autres calques, je les ai verrouillés, c'est plus sûr. Et donc, sur le calque décoration identifiant de page, sur la page de droite du gabarit B, j'importe une des images. Voilà. OK. Pour que le fond blanc disparaisse, vous la faites passer en mode produit, par exemple. Voilà. Comme ça se mélange à ce qui se trouve en dessous. Alors, au niveau de la qualité, c'est pas génial, je sais. Ça mériterait une vectorisation dans Illustrator pour que la qualité soit meilleure. Ce sont des images au niveau de gris, donc si je sélectionne l'image avec la flèche blanche ou si je double-clique dessus, en tout cas j'entre dans le bloc pour travailler sur l'image, je vais arriver à coloriser. Voilà, bon, peu importe, vous avez un effet décoratif. On va pas trop s'attarder sur le design. Mais donc voilà, mais le gabarit B, je vais l'appliquer sur les pages qui concernent le jardin. Et ça va montrer à la fois donc cet arbuste, cet arbre, et le gabarit A. Donc deux gabarits qui vont être sur les mêmes pages. Pourquoi? Mais parce que j'utilise le gabarit B qui lui-même utilise le A. Donc il n'est pas possible de mettre deux gabarits sur une même page du document, mais on peut mettre un gabarit qui en utilise un autre. C'est ça l'astuce, c'est ce qu'on appelle les gabarits en cascade. Et donc pour arriver à coloriser dans InDesign l'image niveau gris, il ne faut pas qu'il y ait de transparence dans Photoshop. Donc quand vous avez une image avec de la transparence, comme c'était le cas d'une de mes images, vous devez absolument l'aplatir en fait. Je reprends mes images originales ici. Voilà, par exemple celle-là, il faut absolument supprimer toute notion de transparence pour arriver à la coloriser dans InDesign. Et il faut qu'elle soit en mode niveau de gris. Donc deux choses, image mode niveau de gris et menu calque aplatir si nécessaire. Voilà, ça explique pourquoi vous n'avez pas réussi, certains parmi vous, à coloriser. C'est à cause de la transparence. Bon, je vais faire un gabarit C. Un gabarit C, je peux faire un gabarit C au départ du B, peut-être. Je vais peut-être dupliquer le gabarit B. Donc, j'active les deux pages du gabarit. Menu de la palette page, dupliquer la planche B. Et voilà, j'ai un C qui utilise également le gabarit A. Forcément, c'est la copie parfaite du B.
Et dans ce C, je vais aller remplacer l'image par une autre. Je sélectionne l'image, je fais fichier importer. L'option remplacer l'élément sélectionné est cochée. Et je vais chercher autre chose. Et shopping, par exemple, voilà. Il ne me reste plus qu'à bouger. Ah ben non, l'image est trop grande. L'image est grande. Voyons un peu ça. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, puis modifier la taille de l'image. Bon. Là, je m'adapte à cette nouvelle image. OK. Donc, j'ai procédé en dupliquant le gabarit B, mais j'aurais très bien pu faire un nouveau gabarit qui utilise le gabarit A et importer l'image. C'est la même chose, en fait. D'ailleurs, je vais le faire ici. Nouveau gabarit, gabarit D, qui va être créé d'après le A. Oui, parce que, attention, ça c'est l'erreur habituelle, je ne sais pas trop pourquoi, mais, enfin si, je peux imaginer pourquoi. Quand vous faites le nouveau gabarit, donc dans mon cas, le troisième gabarit qui va utiliser le gabarit A, donc le gabarit D, c'est bien d'après le gabarit A qu'on indique ici. Si je dis ça, c'est parce que souvent, on va indiquer d'après le gabarit C. Ben non. Le C est fait d'après le A, le B est fait d'après le A, et le D aussi va être fait d'après le A. Voilà. Bon, là, je vais importer ma troisième image décorative qui permet d'identifier les rubriques. Je la fais passer en... Non, ceci dit, oui, il y a la possibilité de faire passer en... Oui, il faut que je fasse passer en mode produit si je veux me débarrasser du fond blanc. Est-ce que tu peux m'ouvrir combien de peines ici que tu... Oui, alors attention, parce que là, j'ai fait une erreur qui est habituelle et qui n'est pas grave si on se rend compte. Bon, vous voyez, j'ai mon image, je lui ai mis de la transparence sur elle. Quand je retourne dans Objet, Effet, Transparence, bizarrement, c'est à 100% d'opacité. Et pourtant, je vois qu'il y a de la transparence sur mon image. Vous voyez où est l'erreur que j'ai faite? La transparence, je l'ai mise sur l'image à l'intérieur du bloc. Je vais aller sur l'image à l'intérieur du bloc. Voilà. D'accord? L'image à l'intérieur du bloc. Objet, effet, transparence. La transparence, je l'avais mise sur l'image à l'intérieur du bloc. Donc, en fait, il faut décider une fois pour toutes, je travaille sur quoi la transparence? Je la mets sur quoi? Sur le bloc qui contient l'image ou sur l'image à l'intérieur? Mais si on ne gère pas, on ne comprend pas pourquoi on a de la transparence qui est visible dans le document et quand on va dans Objet, Effet,
il est indiqué 100%. Alors là, j'ai sélectionné le bloc, objet, effet, transparence, et je mets la transparence sur le bloc. Enregistrer le document en faisant fichier enregistrer. Ok, je vais sur le B gabarit. Alors, je me rends compte que le texte en bleu, c'est quand même un peu faiblard. Sur le C et sur le D, c'est un peu faiblard aussi. Ben, je vais modifier la couleur du texte du bandeau. Je vais la modifier dans le A. Je vais dans le A. Il faut que je déverrouille le calque qui contient le texte. Donc, je suis dans le gabarit A sur la page de droite. Je vais déverrouiller le calque qui contient le texte et le faire passer en couleur noire pour le fond au lieu de mon cyan ici. Voilà. Et maintenant, forcément, si je reviens sur le gabarit B, C et D, le texte est en noir. Bon. Dans le gabarit B, je vais indiquer ici à gauche oui, je vais indiquer ici à gauche dans le gabarit B que c'est la rubrique jardin. Dans le gabarit C, j'indiquerai rubrique shopping. Dans le gabarit D, rubrique cuisine. Donc, je vais utiliser un élément dans le gabarit B ici, un élément, le bandeau qui vient du A, et je vais le personnaliser. Et pour faire ça, il faut que j'arrive à le déverrouiller. Je suis dans le gabarit B, sur la page de droite. Je vais enfoncer CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, et je clique sur le bord. Vous voyez le bandeau, on voit ces petits pointillés là. Je le déverrouille par rapport au gabarit A. Il vient toujours du gabarit A, mais je vais pouvoir lui donner quelque chose de particulier, c'est-à-dire un texte supplémentaire là sur la gauche. Rubrique jardinage. Voilà. Bon, gabarit C, je fais la même chose. Je déverrouille et j'indique rubrique shopping. Gabarit D, je déverrouille et j'indique OK, gabarit D. Avec la flèche noire, je déverrouille et j'indique rubrique cuisine. Rubrique cuisine. Voilà, donc jardinage, c'est avec un seul N ou deux? Avec un seul N. Un seul? Ouais. Faut le dire et quand je fais des fautes. Ah, ceci dit, ça me rappelle qu'il faudra qu'on parle des fautes de la vérification orthographique parce qu'il y a quasiment une faute par mot dans ce texte. Ouais. Pourquoi je dis ça? Ben parce que pour InDesign, c'est du texte anglais actuellement, je pense. On va vérifier, mais si c'est comme ça chez vous aussi, mais j'ai remarqué précédemment que dans le style du paragraphe, il est indiqué que les paragraphes sont en anglais. Autrement dit, il y a une faute par mot quasiment. Alors, je vais appliquer les gabarits.
Donc, par exemple, voilà. 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 Donc, j'ai un document de 20 pages. Le chapitre 1 fait 20 pages. Donc, le gabarit A, je vais l'appliquer, par exemple, de la page 2 à la 4. Le B de la page 5 jusqu'à 6. Le C de la 7... Non, attendez. On va plutôt faire comme ça. Voilà. 6, 7. Ensuite, 8 jusqu'à 12. Et ensuite, jusqu'à 13. Voilà. Et ensuite, là, de 14 à 20. Voilà. Donc, gabarit A, je l'applique de la page 2 à la page 5. B de la page 6 à la 7. Le C de la 8 à la 13 et le D de la 14 à la 20. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, il y a la méthode brute qui consiste à déplacer les pages des gabarits sur les pages du document. Et puis, il y a la méthode plus automatisée et intéressante qui consiste à aller dans le menu de la palette de pages, appliquer un gabarit aux pages. Appliquer un gabarit aux pages. Donc, gabarit A, j'ai dit que je l'appliquais des pages 2 à 5, donc je vais taper ici 2-5. Là, il est déjà appliqué aux pages 2 à 5, de toute façon, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, le suivant. Appliquer un gabarit aux pages. Le gabarit B, je l'applique sur les pages 6 et 7. Donc, j'ai le choix d'indiquer ça comme ça, 6-7 ou alors 6,7. Les deux devraient marcher. OK. Et voilà, les pages 6 et 7 utilisent maintenant le gabarit B. Le gabarit C des pages 8 jusqu'à 13. Gabarit C des pages 8 à 13. OK. Voilà, le gabarit C est appliqué sur les pages 8 à 13. Bon, voilà, vous commencez à comprendre, je pense, le principe des gabarits en cascade et l'intérêt. Ils ont des choses en commun qui viennent du gabarit A. Il y a une chose que j'ai personnalisée, c'est le bandeau. Ce n'est pas interdit. Dans le gabarit, on peut déverrouiller une des choses et la personnaliser. J'ai pas dû dupliquer les éléments du gabarit A. Non, il s'applique sur le gabarit B, C et D. Et ces trois gabarits B, C et D s'appliquent eux-mêmes sur le document. Voilà. Le principe, c'est ça. Ça vous paraît clair, ça va? Oui. Non, pas assez transparent, le texte, quoique, on rencontre parfois des choses comme ça. Hein. Mais ça perturbe quand même la lisibilité. Je pense que ce n'est pas très transparent.
pas assez transparent. C'est pas grave. Je vais vous montrer un truc. Bon. Ça a fonctionné chez vous? Ouais. Bon, je vous montre un truc. Ici, j'ai chez moi les images qui débordent sous le texte, parce que dans le gabarit, j'avais très bien vu que je les mettais, les images qui passaient sous le texte, dans le gabarit. J'ai mes deux colonnes de texte qui sont visibles ici, celles qui viennent du gabarit A. Alors, si je veux que ce soit un peu atténué quand ça passe sous le texte, je peux aller mettre dans Photoshop un masque de fusion sur l'image. C'est ce que je vais faire ici, je vous montre rapidement. J'ouvre les fichiers récents, le fichier garden.psd. Sauf que ça ne va pas marcher parce que si je mets un masque de fusion, il y aura de la transparence et la colorisation dans InDesign ne marchera plus. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Je vous montre directement l'autre solution. Dans le gabarit B, je sélectionne l'image, enfin le bloc. Voilà. Je sélectionne le bloc et je vais utiliser cet outil ici. Je teste tout de suite pour voir que ça fonctionne en effet. C'est un dégradé avec de la transparence. Outil contour progressif dégradé. Et vous tracez sur l'image. Si c'est pas bon, il n'y a pas besoin d'annuler. Vous retracez. C'est vachement pratique, ça, quand même. Je vais faire ça pour les autres aussi. Je vais dans le gabarit C, je sélectionne mon bloc, je prends l'outil, je trace, et voilà, j'arrive à faire une progression. Bon, on risque de plus trop voir que ce sont des paquets de shopping, mais donc là, j'ai peut-être intérêt à quand même bouger l'image un peu. Voilà. OK. Et donc, maintenant, dans le document, j'ai un effet de fondu. L'illustration perturbe moins la lisibilité du texte. Mais elle passe pas, malgré tout par-dessous. Et ça donne de la profondeur. C'est intéressant, ces effets. Oui. Donc, très intéressant, ce système de gabarit en cascade. C'est pas très, très compliqué. Ça permet d'appliquer plusieurs gabarits sur une page, malgré que normalement, on ne peut pas le faire. Ah ben Non, on ne peut pas appliquer à la fois un gabarit A et B sur une page. Et donc, si j'applique un B qui utilise le A, c'est comme si j'avais appliqué les deux.
Alors, on va propager les gabarits qu'on a créés, les propager dans les autres chapitres. On a des autres chapitres qui n'utilisent pas encore ces gabarits. On va propager. Donc, pour ça, vous activez dans la palette livre, vous activez les 3 chapitres et vous cliquez sur l'icône de synchronisation. Et à ce moment-là, les gabarits nouveaux sont copiés dans la palette page de chaque document. Voilà, donc par exemple dans le chapitre 2, tu t'attendais à ce que les pages subissent également les gabarits, mais non. Oui, pourquoi? Est-ce qu'on a appliqué ce... C'est pas les mêmes chapitres. D'ailleurs, la suite du travail, ce sera de faire ceci, c'est de mettre le curseur, par exemple dans le chapitre 2, mettre le curseur texte dans le bloc de la page voilà, 25 chez moi, la première page qui contient du texte. Je vais devoir déverrouiller le calque qui contient ce bloc-là pour pouvoir travailler dessus. Bien sûr. Je clique, voilà le curseur qui clignote dans le texte. Je fais commande A, donc tout sélectionner, touche suppression. Et là, je suis censé aller coller du texte qui vient de Wikipédia ou l'importer, hein, si je l'ai d'abord transféré dans un fichier RTF, puisque je vous rappelle qu'on avait importé du texte. Donc c'est logique, hein, dans le chapitre 2, il ne peut pas y avoir la même chose que dans le chapitre 1. Ça va ressembler fort, mais c'est un contenu différent. Donc déjà, le cheval aussi va débarrasser le plancher. Voilà, transformation en lasagne. Je sélectionne les images flottantes qui étaient là. Elles ne me servent plus. Les images qui étaient dans le flux du texte n'existent plus puisqu'elles sont parties avec le texte que j'ai vidé. Bon. Ben, what? Est-ce que vous avez vu ceci? I mean, Bon, donc vos gabarits ont été propagés dans les 3 autres chapitres. Alors, par exemple, dans le chapitre 2, le gabarit B va s'appeler autre chose. Et forcément, j'ai déjà du jardinage, de la cuisine et du shopping dans le chapitre 1. Eh bien, dans le chapitre 2, ça va être une rubrique sport pour le gabarit B. Pour le gabarit C, ça va être une rubrique quoi je commence à être à court. Une rubrique poésie. Et puis, gabarit D, une rubrique musique du monde. Voilà. Mais attention, il va falloir maintenant que dans le menu de la palette livre, dans les options de synchronisation, je désactive gabarit. Parce que je n'ai pas envie que la prochaine fois que je synchronise, les gabarits du chapitre 1 se remettent dans les autres chapitres. Non, maintenant, je veux que les gabarits qui sont dans les autres chapitres, notamment les gabarits B, C, D du chapitre 2, ils doivent rester indépendants, ils doivent être complètement indépendants de ceux du chapitre 1. Donc, dans le menu de la palette livre, option de synchronisation, je décoche gabarit. Voilà. Je vais chercher du texte sur Wikipédia. Alors, par exemple, du sport. Vous tapez Wikipédia Sport, vous avez la rubrique sport vous avez, je veux dire, en français, là, pas de problème. Eh bien, prenez-le. Ce sera l'occasion de voir un document en plusieurs langues. Le chapitre 2 va être en 2 langues. Donc,
je prends quelques paragraphes de Wikipédia français à propos du sport et je vais aller coller ça dans la page 23, celle qui est juste après la table des matières. Je déverrouille le bloc, CTRL majuscule et cliquez sur le bloc texte. Et je colle. Voilà. Oui, ne vous inquiétez pas pour le bloc là qui passe sous la table des matières. Donc là, c'est du texte de Wikipédia. C'est la rubrique, l'article à propos du sport dans Wikipédia. C'est quelques paragraphes en français. Ok, je passe à la version anglaise de l'article. Donc, je prends quelques paragraphes également de la version anglaise de Wikipédia. Et je colle à la suite. Et voilà. Alors, ça ne se voit pas que c'est collé parce que, évidemment, il y a plein de textes qui n'est pas visible, qui sort du bloc de la page de droite. C'est ça le petit signe plus rouge. Mais on va chaîner ce bloc-là avec les suivants et le texte la fin du texte français va être visible et puis le texte anglais sera visible aussi. Vous vous souvenez qu'on était allé désactiver dans les préférences, on était allé désactiver une option qui s'appelait redistribution intelligente du texte. Ça, c'est un système qui fait en sorte que quand on colle du texte dans un bloc et qu'il n'y a pas assez de place pour le mettre, InDesign crée des pages supplémentaires tout seul. Et j'avais dit, c'est peut-être mieux de désactiver ça. Comme ça, vous comprenez ce qui se passe. Je veux dire, vous n'allez pas voir surgir de nouvelles pages de nulle part. Mais bon, ça suppose que maintenant, le texte qui n'arrive pas à se mettre sur la page 23, il va falloir que je le redistribue manuellement sur les pages suivantes. Voilà. Donc, pour chaîner, je vous rappelle comment ça fonctionne. Je clique sur le petit signe plus. Ensuite, je vais enfoncer la touche Alt qui va transformer le curseur. Vous voyez, quand je survole un bloc, là, j'ai une chaîne. Si j'enfonce la touche Alt et je la garde enfoncée, le curseur change d'aspect. Ça indique en fait, qu'on va faire du chaînage à la volée. Donc, en ayant la touche Alt enfoncée, clique sur le premier bloc là. Ah, ben voilà. Tout s'est chaîné d'un coup, j'ai même pas eu besoin. Parfait. Donc, le chaînage se fait forcément sur le bloc suivant dans le document, sur le bloc de la page 24. Puis, si nécessaire, toujours en enfonçant Alt, vous cliquez sur le bloc de la page 25, puis 26, 27, etc. Mais bon, là, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'ils étaient déjà chaînés. Ça a bien fonctionné. Oui, donc en effet, pour le texte qui passe sous la table des matières, il y a possibilité de casser le chaînage en cliquant une fois, deux fois à cet endroit-là, mais il y a encore plus simple, hein, je peux sélectionner le bloc et touche suppression. Là, sauf que ça, c'est le bloc de la table des matières, en fait. Je vais le bouger là en attendant. Voilà, donc sélectionnez ce bloc-là, touche suppression, et forcément, le texte repasse. Le début du texte est en page de droite. Donc allez-y, mais n'oubliez pas que la table des matières, c'est un grand bloc qui
est dans toute la zone de la marge, donc j'ai dû le bouger pour pouvoir avoir accès au bloc qui est là derrière. Je l'ai sélectionné, touche suppression, il a été supprimé, et donc le chaînage, le texte commence en page de droite ici. Alors là, je mets le curseur texte dans le texte. Voilà, ça clignote n'importe où. Je fais un CTRL-A et j'applique le style de paragraphe corps du texte. Voilà, corps du texte. Sur ce titre. Ben oui, sur grille de ligne de base, 18 points. Si j'applique celui avec style imbriqué, tout devient comme ça, parce que c'est prévu pour mettre un titre au début du paragraphe, vous savez, jusqu'à la balise de fin de style imbriqué. Et ça, ce sera seulement pour certains des paragraphes. Donc, c'est bien corps du texte sur grille de ligne de base, 18 points. Voilà. Et là, on va enclencher le correcteur orthographique dynamique, que personnellement, j'utilise jamais, mais pour la démonstration ici, c'est intéressant, et peut-être que certaines personnes ont l'habitude de travailler comme ça va les intéresser. Menu édition, orthographe, vérification orthographique dynamique. Menu édition, orthographe, vérification orthographique dynamique. Et là, les mots inconnus sont soulignés en rouge. Sauf si vous êtes en affichage aperçu, bien entendu, il faut être en affichage normal. Et alors, je passe en revue. Bon, il n'y en a pas trop qui sont soulignés en rouge, on dirait. Sauf qu'à un certain moment, ça va rougir. Voilà. Dès que j'arrive dans la version anglaise de l'article, évidemment, c'est souligné puisque InDesign croit que c'est du français. Bien, vous cliquez à côté de tout et vous double-cliquez sur le style de paragraphe, corps du texte, et vous allez voir qu'à un certain endroit, il est indiqué que le texte est en français. Donc, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, vous avez double-cliqué sur le style de paragraphe, corps du texte. Dans format de caractère avancé, il est indiqué ici que c'est du français, on est d'accord? Pas chez vous? Ouais. OK. Donc, pour bien faire, je devrais avoir... déjà celui-là, voilà, je vais double-cliquer pour revenir dedans parce que j'avais quitté. Je vais préciser, c'est français. Français. Corps du texte, français. Puis, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais dupliquer le style. J'amène le style sur le bloc de feuilles. J'obtiens français copie. Je double-clique et je le renomme à la place de français copie, ça va être anglais. Dans ce style corps du texte anglais, je dois indiquer ici à format de caractère avancé que la langue sera de l'anglais. Quel anglais? Ça. Ben, vous avez le choix. Bon, je vais prendre l'anglais international, anglais États-Unis, mais ça pourrait très bien être
l'anglais du Royaume-Uni. Vous êtes au courant qu'il y a quand même des différences d'orthographe. Bon, elles ne sont pas extrêmement nombreuses, mais il y en a. Par exemple, ça, c'est de l'anglais des États-Unis. Ça, c'est de l'anglais d'Angleterre. OK? Les deux sont bons, mais... Alors, il faut maintenant que je repère dans le document où commence le texte en anglais. Ça ne veut pas que ça existe. Ce sera même plus facile si vous ne connaissez pas l'anglais. Ben oui. Okay. Voilà. Je mets le curseur juste au début du texte. Non, c'est pas un texte en anglais, ça. C'est de l'anglais, mais le texte en anglais, il commence là. Et je vais faire en sorte de sélectionner tout ce qui se trouve après le curseur. Je vous rappelle le raccourci clavier pour faire ça. Sélectionner tout ce qui se trouve après le curseur. Alors, je mettrai ce nettoyer, ce sera très clair. Donc, sur le PC, pour sélectionner tout ce qui se trouve après le curseur, c'est CTRL majuscule et la touche End. Sur le Mac, c'est commande majuscule et la flèche vers le bas à droite. Donc sur le PC, CTRL majuscule End. Sur le Mac, commande majuscule flèche en bas à droite. Donc voilà, tout le texte qui était après le curseur a été sélectionné. C'est donc le texte anglais et je lui mets le style de paragraphe, corps du texte anglais, et normalement, tous les petits mots là qui sont soulignés ne le seront plus. Voilà, ça marche.